Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'accueille aujourd'hui Evelyne Elsesser, qui est une experte des expériences de fin de vie, notamment des expériences de mort imminente, des soins palliatifs et également du vécu, du contact subjectif avec un défunt. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir dans cette chaîne Résilience Psy, Evelyne, et je voudrais que tu te présentes davantage que ce que moi j'ai fait maintenant. Bonjour Evelyne, merci beaucoup de ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors effectivement, je m'occupe des expériences liées à la mort depuis, j'ose même pas dire combien de décennies, très très longtemps. J'ai commencé à m'intéresser aux expériences de mort imminente, les EMI, et il y a une dizaine d'années, j'avais envie d'explorer d'autres contrées et je me suis penchée sur les vécus subjectifs de contact avec les défunts, donc les VSCD. J'ai également, je peux peut-être vous montrer un petit peu mes ouvrages. Le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est Le Pays d'Ange. Dans ce livre, qui est en fait un roman, ou je dirais juste une histoire, je parle beaucoup de l'accompagnement d'une jeune adolescente qui a une maladie grave et qui s'approche de la mort et qui est beaucoup aidée par sa poupée qui s'appelle Ange, qui lui ouvre un peu la perspective spirituelle de la possibilité d'une vie après la mort. Et Ça, ça, c'était en fait mon deuxième. oui, et nous aurons l'occasion de faire un entretien avec toi sur la fin de vie prochainement également. Absolument, parce qu'il y aura une nouvelle édition de cet ouvrage-là, donc avec plaisir, on en parlera plus en détail. Et après, j'ai écrit un premier ouvrage sur les VSCD, donc les contacts spontanés avec les défunts, quand les défunts viennent à nous. Suite à la parution de cet ouvrage, j'ai reçu des centaines d'emails et de lettres, même quelques lettres encore, de personnes qui m'ont raconté leur contact spontané avec un défunt et également leur difficulté d'en parler autour d'eux avec leurs proches. C'était souvent mal compris ou même rejeté par leurs interlocuteurs parce qu'ils ne savaient pas du tout de quoi la personne leur parlait. Et c'était douloureux pour la personne parce que vivre un contact spontané avec un défunt, c'est une expérience très belle, très impactante, très forte, mais également très difficile à partager avec son entourage. Donc, je me suis dit, il faut parler plus des VCD et pour en parler plus, il faut mieux les connaître et pour mieux les connaître, il faut les étudier. Et donc, suite à Je te, l'apparition de... Je te remercie d'ailleurs pour tout ton travail parce qu'effectivement, toutes ces expériences un peu particulières, les expériences de mort imminente également, ce sont des choses qui sont très difficiles à partager. Et des gens comme toi, des gens comme Stéphane Alix, vous êtes vraiment des personnes importantes parce que vous libérez cette parole. Aujourd'hui, grâce à vous, on en parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, je tiens à souligner Oui, que ce terme de VSCD qui est maintenant circule partout, enfin toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, que ça vient de toi et je pense aussi de Stéphane Alix, ce terme-là. Hein, c'est vous qui l'avez entre guillemets inventé. Maintenant, il est passé vraiment dans le langage courant, ce qui vraiment signifie que vous avez joué un grand rôle. merci de souligner ça. Effectivement, quand Stéphane a publié à la création de l'INRES, il a publié son premier manuel clinique sur les expériences extraordinaires. C'est un ouvrage très important, notamment pour les thérapeutes. Et là, il m'avait confié l'écriture de 3 chapitres, donc sur les BCD, sur les EMI et sur les visions au moment du décès. Et nous nous sommes posé la question comment nous allons les nommer en français. En anglais, c'est After Death Communication. Est-ce que nous allons juste traduire ce terme en français ou est-ce que nous voulons peut-être faire quelque chose de plus subtil? Et là, nous avons décidé d'utiliser ce terme de vécu subjectif de contact avec un défunt, les VSCD, qui est maintenant, comme tu dis, largement utilisé comme dénomination de ces expériences. Donc, effectivement, suite à l'apparition de Quand les défunts viennent à nous, j'ai sollicité une subvention d'une fondation, une subvention conséquente
que j'ai obtenu et j'ai formé une équipe avec le professeur Chris Rowe et le professeur associé Callum Cooper de l'Université de Northampton en Angleterre et David Lorimer du Scientific and Medical Network et moi, donc les quatre. Nous avons commencé un projet de recherche de 5 ans qui est effectivement d'envergure puisque nous avons fait l'enquête la plus importante mondialement avec 1004 participants qui ont rempli notre questionnaire très long avec 194 questions. Nous avons demandé beaucoup à nos sondés, mais nous avons vu, on peut voir techniquement combien de personnes ont abandonné en cours de remplissage du questionnaire et très, très peu de personnes ne sont pas allées jusqu'au bout de remplir le questionnaire. Et ça nous montre aussi que pour les gens, c'est une expérience très importante et on a vraiment senti qu'ils étaient contents de pouvoir nous raconter ce qui leur est arrivé et puis l'impact que ça a eu sur leur vie, sur leurs croyances, sur leur vision aussi de l'au-delà. Et donc, nous avons, dans une première étape de notre projet de recherche, fait ce questionnaire en 3 langues, en anglais, en français et en espagnol. Et nous avons donc récolté 1004 témoignages dont je présente les résultats illustrés par de très, très nombreux témoignages dans mon ouvrage Contact spontané avec un défunt, qui est d'ailleurs, qui a déjà paru en allemand, qui va paraître en espagnol le 15 novembre, dans quelques jours, et qui paraîtra en anglais l'année prochaine. Nous sommes actuellement dans la deuxième partie de notre projet de recherche en utilisant le même questionnaire. Nous l'avons maintenant fait en allemand et en néerlandais. Et nous allons plus tard cette année également reproduire la même enquête en Inde et en Bulgarie. Donc, l'idée, c'est aussi non seulement de récolter encore plus de témoignages, d'élargir notre banque de données qui est déjà conséquente, mais également d'identifier s'il y a des différences culturelles. Est-ce que les gens ont le même type d'expérience en Inde, qui est une autre culture, une autre tradition religieuse, et est-ce que l'impact est différent ou identique sur les gens? Donc, peut-être, si tu permets, je vais juste dire en 2 mots ce que sont des VSCD. Ce sont donc des expériences lors desquelles les gens perçoivent spontanément un proche décédé. Ce sont donc des expériences spontanées sans aucune sollicitation ni intention de la part du récepteur, donc de la personne qui fait l'expérience. Ça, c'est important. C'est complètement inattendu, non sollicité. C'est une surprise pour eux. Ils s'attendaient absolument pas du tout à vivre cette expérience. Et comme tu as dit tout à l'heure, ce sont des expériences directes, donc sans l'intervention d'un médium ou d'autres procédés comme la communication, la transcommunication instrumentale ou d'autres procédés. Donc, c'est vraiment, ça leur tombe du ciel. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas du tout ni intéressés par les questions spirituelles, ni convaincus qu'il y a une vie après la mort. Et notre enquête montre que le fait donc, de croire en une vie après la mort ou non n'a aucune influence sur le fait de vivre ou non un BSCD. Ce que nous savons aussi de par d'autres recherches, c'est que c'est une expérience très courante. Une estimation prudente indique entre 50 et 60% des gens vivent un ou plusieurs BSCD au cours de leur vie. C'est beaucoup. Et pourtant, c'est un phénomène qui est pratiquement pas discuté. C'est pas qu'il n'est pas connu, il est connu par les gens qui l'ont vécu. Peut-être qu'ils n'ont pas de nom à mettre dessus. Ils savent qu'ils ont vécu ça. Ils savent peut-être pas comment ça s'appelle, ni que ça arrive aussi à d'autres personnes. C'est courant, mais c'est pas discuté et c'était relativement peu recherché. Et avec notre enquête d'envergure et notre projet de recherche qui englobe aussi d'autres aspects, nous sommes vraiment les premiers à étudier les VSCD de manière, je dirais, globale. Globale, c'est un peu exagéré. On n'a pas encore fait des enquêtes dans le monde entier, mais nous allons reproduire
Également, la Chine, c'est aussi une possibilité. Nous sommes en train de discuter avec une université en Chine pour vraiment élargir notre enquête, pour regarder est-ce qu'il y a des différences culturelles, est-ce que c'est une expérience qui se produit partout dans le monde et comment les gens les vivent et quelles conséquences ils en tirent. Donc, comment se présentent les VSCD? Ils se présentent par 4 des 5 sens. On peut avoir un VSCD visuel, donc voir une apparition. On peut avoir un VSCD auditif, c'est-à-dire on peut entendre le défunt, soit comme vous m'entendez parler actuellement, soit comme par télépathie. Ils disent c'est un message qui a été mis dans ma tête, mais c'était pas une pensée. Ça venait de l'extérieur. On peut avoir un VSCD olfactif. Les récepteurs sentent une odeur qui met immédiatement en relation avec le défunt. C'est donc une odeur caractéristique pour le défunt qui annonce sa présence. On peut avoir un VSCD tactile, on peut se sentir touché par le défunt dans un geste souvent familier. Peut-être que le défunt il avait l'habitude de poser son bras sur notre épaule, de saisir notre main, etc. Donc, immédiatement, les récepteurs savent qui est le défunt qui est là, qui les a touchés. Peut-être ils ont perdu plusieurs personnes, mais ça c'est mon mari défunt. Ça peut être que lui, c'est une manière tout à fait caractéristique pour lui de me prendre le bras. On peut avoir simplement un ressenti de la présence du défunt. Les gens ils disent, le défunt était là, il se tenait devant moi un peu sur ma droite. Donc, ils savent où ils sont localisés dans l'espace sans pouvoir les voir, un peu comme s'il y avait une densité dans l'espace. Et donc, ils savent aussi quand ils viennent et quand ils repartent. C'est très différent de l'impression de savoir que notre défunt, il est toujours dans notre cœur, il est à notre côté, il nous accompagne dans notre quotidien. Non, ça c'est autre chose. Là, ils disent, il est venu, il est reparti. Et je savais quand il est venu et je savais quand il est reparti. Et les VSCD sont toujours très courts. Ça se passe en quelques secondes, au maximum quelques minutes. C'est une expérience très, très courte, mais très, très impactante. Et le type de VSCD le plus courant sont les expériences qui se produisent pendant le sommeil. Mais les gens, ils disent immédiatement, ce n'était pas un rêve, ça n'a rien à voir avec un rêve, c'était beaucoup plus concret, plus réel, plus authentique, plus mémorable aussi. Ils se souviennent de chaque moment de cette rencontre pendant le sommeil, même si ça s'était passé il y a plusieurs décennies. Des fois, on a des témoignages où les gens ils disent, j'ai eu ce contact pendant le sommeil avec ma mère décédée. Ça s'est passé il y a 40 ans, mais je peux vous raconter chaque détail. C'est imprégné, c'est là, c'est en moi, c'est indélébile. Ça va toujours m'accompagner dans ma vie parce que c'est sûr que ces expériences sont extrêmement importantes pour les gens qui les vivent. Donc voilà, une expérience impactante, très forte. Maintenant, qui sont les défunts perçus? En général, ce sont des proches. On a posé donc énormément de questions. Nous savons exactement quelle était leur relation qu'ils avaient avec avec la personne défunte perçue. Dans 81%, ils avaient une relation très proche et aimante avec le défunt. Donc, c'était pas une surprise. Ils perçoivent un membre de leur famille, un conjoint, un ami très proche et la relation était forte et aimante. Ça, c'est pas étonnant en soi. Ce qui nous a étonné par contre, et ce qui n'était pas ressorti dans d'autres études, c'est que 12% de nos sondés ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. Et là, c'était une surprise. Et là, c'est sûr que c'est pas le même type d'expérience tellement réconfortante, tellement belle. Ça peut être un peu effrayant. Souvent, les gens, ils se sentent pas menacés, c'est pas ça, mais ils se demandent, mais pourquoi ce défunt que je connais pas se présente à moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce qu'il est peut-être pas conscient d'être mort? Est-ce qu'il est peut-être dans un état de confusion? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et certains prient après pour le défunt perçu, d'autres lui disent d'aller dans la lumière.
il y a des réactions un peu différentes de la part des récepteurs, mais là, c'est une expérience d'une autre nature et moins belle, moins réconfortante, un peu plus inquiétante. Et on a une idée de pourquoi ces défunts apparaissent comme ça, ces personnes-là? Est-ce que dans l'étude, il y a des tendances qui se On ne dessinent? peut pas dire. On n'a pas posé spécifiquement de questions là-dessus, parce que pour nous aussi, c'était une surprise que autant de nos sondés avaient perçu un défunt inconnu. On va certainement se pencher plus en profondeur. On va certainement analyser ces témoignages plus à fond parce qu'en fait, ce qu'on fait, mis à part les résultats que j'ai déjà présentés dans mon ouvrage, nous sommes actuellement en train, avec notre équipe et des équipes d'autres universités qui collaborent avec nous sur de sujets précis, nous examinons des détails ou des points spécifiques des VCD. Par exemple, on a collaboré avec Renaud Evrard, que tu connais bien, et sa collaboratrice Marianne Delander, qui ont regardé de plus près les VCD effrayants. 12% de nos sondés ont dit qu'ils avaient été effrayés par le constat, certains seulement au début, certains pendant toute la durée de l'expérience, très peu seulement à la fin. Et donc, on est parti du principe qu'effectivement, c'était quelque chose d'effrayant pour les gens. Et puis, Renaud et Marianne ont regardé de plus près sur la base de nos données ces témoignages-là et ils ont trouvé une chose intéressante. Ils ont dit, en fait, le contenu du VCD n'était pas effrayant. C'est pas qu'ils auraient reçu un message effrayant ou menaçant ou négatif. Non, l'expérience en elle-même était belle, mais ils ont été effrayés par un effet de surprise et par le fait de vivre quelque chose qui semble impossible. Ça, c'est un point important. Et tout de suite, les gens se demandent, mais est-ce que j'ai des hallucinations? Mais je sais que c'est pas une hallucination. Je sais que j'ai vécu cet événement. Je sais que c'est réel, mais c'est impossible. Et effectivement, quand on part de la vision prédominante dans nos sociétés que après la mort, tout est fini et que la conscience, elle est uniquement située dans le cerveau et quand le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a plus de conscience. Si on a cette attitude-là et cette vision-là de la vie et du fonctionnement de notre, disons, de notre fonctionnement en tant qu'être humain, si on a cette vision-là, effectivement, on pense avoir vécu une chose qui est impossible. Et ça, c'est effrayant en soi-même. Donc, on a vu que les VCD soi-disant effrayants ne le sont pas vraiment pour leur contenu, mais par le fait même d'avoir vécu un contact spontané avec un défunt qui, dans la vision de beaucoup de gens encore dans nos sociétés, est une chose impossible. Donc voilà, nous examinons différents aspects des témoignages collectés. Nous avons plus de 2 millions de mots dans notre base de données, c'est énorme. Donc il y a du travail pour pas mal d'années pour analyser différents aspects. Et tu as posé la question, pourquoi les défunts inconnus apparaissent à certaines personnes qui vivent ces expériences? Nous ne le savons pas du tout encore, mais on va essayer de mieux comprendre par les témoignages que nous avons récoltés. Est-ce que ces défunts ne sont, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être pas conscients des décédés? Est-ce qu'ils sont dans un état un peu de confusion? Et est-ce qu'ils se manifestent là où ils peuvent être perçus et pas auprès de leurs proches? Parce que logiquement, on a un contact avec quelqu'un qu'on a connu et souvent qu'on a aimé. Et là, non, là, ils se manifestent auprès d'inconnus. Alors pourquoi? On ne le sait pas. Et par rapport à ceux qui ont un contact avec une personne connue, est-ce que le degré d'affection et d'attachement est important? J'avais lu il y a quelques années une étude où on montrait que par exemple les veufs et les veuves, donc c'était à peu près 50%, mais ça montait jusqu'à 75% pour les personnes qui avaient vécu un deuil d'un enfant. Alors, très clairement, une relation très proche, très aimante est très clairement un déclencheur pour qu'un VCD se produise. Parce qu'il faut comprendre que le but et l'essence même de ces VCD est pluriel. Tout d'abord, les défunts communiquent «je suis en vie».
Ça, c'est le message le plus important. J'ai survécu à la mort de mon corps physique, mais je continue à exister, je suis en vie et je vais bien. Ça, c'est le message le plus courant que les gens nous ont rapporté. Et après, c'est vrai que dans la grande majorité, le but de ces contacts est d'accompagner le proche qui est en deuil, qui est triste, qui se sent seul, qui se sent abandonné. Et le but de ces messages de la part des défunts, c'est de leur dire, je suis avec toi, je t'accompagne dans cette période difficile, tu vas t'en sortir. Maintenant, c'est difficile, maintenant tu es triste, mais ça ira mieux et tu n'es pas seul. Ça, c'est le message très primordial de la part des défunts. Parfois, et ça c'est intéressant, nous avons pas mal de témoignages dans notre collection où les défunts ont en fait demandé pardon à leurs proches. Ils se sont peut-être mal comportés, il y a eu un problème grave relationnel entre la personne qui vit l'expérience et le défunt. Et souvent dans ces cas-là, d'après les témoignages que nous avons collectés, il peut y avoir comme une réconciliation par-delà la mort. Donc, il y a encore une relation qui continue, une relation dynamique, puisque la relation n'est pas figée au moment de la mort, mais elle continue à évoluer et les choses qui n'étaient pas dites, qui étaient restées en suspens, qui ont fait souffrir peut-être les personnes des deux côtés, on ne sait pas exactement selon la situation de chacun qui est évidemment différente, mais un problème qui n'était pas résolu au moment du décès peut être résolu après le décès lors d'un VSCD. Là, nous avons quelques témoignages magnifiques que d'ailleurs j'ai reproduits dans mon ouvrage parce que c'était vraiment très impressionnant de voir à quel point un problème relationnel peut encore trouver une résolution après la mort. Alors, les psychologues, j'en entends dire, mais c'est l'inconscient qui crée ces vécus. En fait, les personnes ont tellement envie d'entendre leur défunt, de réparer par rapport aux disputes, par exemple, puisque tu parles de ça. Alors, Ouais. ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ce type de contact et qui ne l'ont pas. Toi, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas juste une création de cette pensée que nous aurions de notre inconscient? Alors oui, effectivement, on pourrait se dire ça, parce que quand on est en deuil, tout ce qu'on souhaite, c'est un dernier contact, un dernier mot d'amour avec son proche qui est décédé, qu'on a perdu et qui nous manque tellement. Bien sûr, on pourrait penser ça. Mais nos données disent autre chose. En fait, ce qui était très intéressant dans notre enquête, nous avons vu que 27% de nos sondés n'étaient plus en deuil ou n'ont jamais été en deuil du défunt perçu. Donc, si c'était effectivement qu'un souhait ou qu'une compensation inconsciente de la part de l'endeuillé qui s'imaginerait d'avoir vécu ça, ce serait un argument, mais nos données disent autre chose. Donc, 27% n'ont jamais été en deuil du défunt perçu. Ça peut être, par exemple, une connaissance, ça peut être une voisine, ça peut être un collègue. Bon, ils se connaissaient, mais ils n'étaient pas proches, donc ils n'étaient pas en deuil quand cette personne est décédée. Ça peut même aussi être quelqu'un de notre famille, mais qui était très âgé et très malade. Et là, le décès était une libération. Quelqu'un qui souffre beaucoup, qui a le souhait de partir parce que voilà, la personne est arrivée à la fin de sa vie et aimerait que ça s'arrête parce qu'elle souffre beaucoup. Quand cette personne meurt, les proches ne sont pas dans un deuil profond, ils sont soulagés pour la personne qui vraiment ne supportait plus la situation et souhaitait mourir. Donc, il y a beaucoup de situations où les gens qui ont perdu quelqu'un ne sont pas dans un deuil profond. Ils sont tristes, peut-être que la personne n'est plus là, mais ils sont pas en deuil. Ou alors, ils n'étaient plus en deuil, parce qu'il se peut aussi parfois, et ça c'est notamment lors des VSCD de protection qui servent en fait à avertir le récepteur d'un danger imminent.
Et ce type de VCD se produit, on ne sait pas pourquoi, mais se produisent très souvent beaucoup d'années après le décès. Ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans après le décès. Et là, le récepteur n'est plus en deuil. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui avait essayé de protection avec son grand-père, qui est décédé quand le récepteur était enfant. Donc, il n'est plus en deuil. Il a peut-être 40 ans quand il a ce contact de la part de son grand-père décédé qui l'avertit d'un danger imminent qui pourrait potentiellement être même fatal. Donc, un danger, c'est important de recevoir ce genre d'avertissement qui nous permet d'échapper à quelque chose de vraiment dangereux pour notre vie potentiellement ou pour notre santé ou quel que soit le sujet. Et là, la personne n'est plus en deuil. C'est son grand-père, d'accord, mais quand il est décédé, il était enfant. Voilà, donc 27% des personnes étaient plus en deuil ou n'ont jamais été en deuil et pourtant ils ont vécu un VCD. Ces cas-là ne peuvent pas être provoqués par le chagrin du deuil parce qu'ils n'étaient pas en deuil. Les contacts avec les défunts, j'en ai parlé tout à l'heure, 12% de nos sondés ont perçu une personne qui ne connaissait pas, on n'est pas en deuil de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, notre enquête montre que les gens ne sont pas forcément en deuil. Alors, quel est l'impact sur les gens? Quel est l'impact notamment sur le deuil? C'est ça vraiment le plus important. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est la fin de tout. Nous pensons que plus jamais nous allons connaître le bonheur, que nous allons rester dans cette tristesse toute notre vie. Perdre quelqu'un qu'on aime, un partenaire, un enfant, sa mère, son père, sa sœur, c'est quelque chose d'épouvantable. En quoi est-ce que les VSCD peuvent aider dans cette situation difficile? Le plus important, c'est le message de la part du défunt: j'ai survécu à la mort de mon corps. Je ne suis pas mort. Je continue à exister. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Reste le problème de l'absence physique. Et c'est un problème évidemment majeur. On ne peut plus prendre dans nos bras la personne que nous aimons. On ne peut plus échanger, on ne peut plus vivre notre quotidien avec cette personne essentielle pour notre vie. Cette tristesse, elle restera toujours. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Et ce qui se met en place, c'est ce lien intérieur qui continue. Et ça, c'est une surprise pour beaucoup, surtout pour les gens qui étaient convaincus qu'après la mort, c'était fini. Et là, ils se rendent compte que non, la relation, elle continue, elle est différente, bien sûr. La personne n'est plus là physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui reste douloureux pour longtemps et parfois pour toute une vie. Et là, on n'y peut rien. Même les VSCD ne peuvent pas réparer ce manque de la présence physique de l'être aimé. Ça, c'est une réalité de nos vies et nous devons vivre avec ça. Par contre, ce qui est nouveau, c'est ce lien intérieur, cette proximité qui, dans des moments rares, parce qu'il faut quand même le dire, on n'a pas tous les jours un contact avec son défunt. Ce sont des expériences précieuses, des expériences rares qui se passent dans des moments privilégiés, je dirais même dans des moments de grâce, mais qui illuminent notre vie pour très longtemps et des fois jusqu'à la fin de notre existence parce que c'est vraiment une expérience fortement, fortement impactante. Donc, le lien est là. La personne n'est plus là, mais le lien continue. C'est ça qui est extrêmement thérapeutique, en fait, pour la gestion du deuil. Cette certitude que, oui, ce contact a eu lieu. Nous avons vu dans notre enquête, bon, peut-être je devrais dire au préalable que le but de notre vie n'était pas de prouver qu'il y a une vie après la mort. C'est pas ça. Le but de notre vie, c'est de regarder la phénoménologie des VSCD, comment ils se produisent, à quel moment, sous quelles circonstances. Donc, la nature de cette expérience et l'impact que ça a sur la vie. Donc, nous, on n'essaie pas de prouver qu'il y a une vie après la mort. Mais les gens qui vivent l'expérience sont convaincus que cette expérience était authentique.
D'ailleurs, nous leur avons posé la question. Nous avons dit immédiatement après le contact, quel était votre degré de certitude que c'était authentique? Donc, il y avait plusieurs questions à choix. Et nous avons vu que 77% des sondés ont dit, je suis convaincue sans aucun doute que l'expérience était authentique. Et lors d'une deuxième question, nous avons dit, et maintenant au moment de remplir notre questionnaire, donc peut-être que l'expérience s'est passée il y a plusieurs années, quelle est votre impression de l'authenticité de ce contact? Et là, c'était intéressant de voir que là, il y avait 90, donc 90, 90 en français, de nos sondés qui ont dit, je suis convaincue que l'expérience était authentique. Donc, il y a cette augmentation de cette conviction avec le passage du temps, et on a essayé de comprendre pourquoi avec d'autres questions que nous avons posées. Vivre un VSCD est souvent le début d'une quête spirituelle ou d'une quête de sens. Les gens se disent, voilà, j'ai vécu ça, je sais que c'était réel, je sais que c'était important, je sais que c'était beau, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que mon papa décédé a pu apparaître devant moi dans mon salon, assis sur mon canapé en train de me sourire? Je l'ai vu, je sais que c'est réel, mais comment est-ce possible? Donc, il commence à se documenter, il commence à lire, à regarder peut-être des documentaires sur Internet ou ailleurs, peut-être à parler avec d'autres personnes qui ont vécu le même type d'expérience. Et au fur et à mesure de leur découverte de ce monde, de toutes ces expériences un peu extraordinaires, que Stéphane Alix appelle les expériences extraordinaires, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et là, leur conception change. Et nous avons posé la question d'ailleurs aussi sur leur conception de la survie de la conscience. Et nous avons vu qu'avant leur expérience, nos sondés ne croyaient pas particulièrement dans une vie après la mort. On a des chiffres, on a vu que c'est à peu près, ça correspond à peu près aux convictions de la population générale. Un peu plus de la moitié pensait qu'il y avait une vie après la mort, mais c'était pas une majorité de nos sondés, pas du tout. Après l'expérience, bien sûr, cette conception a changé et il y a seulement 1% de nos sondés qui ne sont pas convaincus qu'il y a une vie après la mort. Donc, presque la totalité sont convaincus. Effectivement, la conscience, elle survit à la mort du corps. Et ça, c'est une conséquence directe d'avoir vécu un VSCD. Donc oui, leur conception de la survie de la conscience change. Leur conception de la mort aussi, évidemment, c'est un pendant, si vous voulez. Si tu veux, ça correspond, disons, aussi à un changement très profond de leur conception de la mort. Et ce que nous avons constaté, et ça c'était très intéressant, nous leur avons demandé si ça avait impacté la peur de leur propre mort. On sait à quel point la peur de la mort est toujours présente dans notre subconscient. C'est quelque chose qui est avec nous, qui nous rend inquiets, qui peut nous effrayer, qu'on évite d'affronter. On ne pense pas très souvent à notre propre mort parce que ça nous fait peur, mais c'est là constamment et ça a un impact très important. Toi, comme psychologue, tu sais ça mieux que moi, à quel point la peur de la mort est présente dans notre quotidien et peut influencer notre vie de manière tout à fait marquante. Et là, c'était très intéressant. Nous avons vu que pour 31% de nos sondés ont dit que la peur de leur propre mort a diminué suite au VSCD et pour 30%, elle a carrément disparu. Donc, ça montre la force de ces expériences. On sait à quel point la peur de la mort est forte et ça montre la force des VSCD qui a pu affecter et améliorer à ce point-là la peur de leur propre mort. Donc, il y a un impact très fort. Nous avons regardé aussi l'impact sur la religiosité. Notre groupe de sondés n'était pas particulièrement religieux. Il y avait très peu de gens qui étaient complètement convaincus ou qui étaient complètement, on avait formulé la question de telle manière qu'on a pu voir que très peu étaient profondément religieux.
Et on a vu que le fait d'avoir vécu ce contact spontané avec un défunt n'avait que très peu augmenté leur religiosité. Par contre, et ça c'était intéressant, on a vu que leur spiritualité a doublé suite à cette expérience. Donc, il se passe quelque chose de profond dans la conception des gens après avoir vécu un VSCD. C'est très intéressant et en fait, on a un peu les mêmes résultats quand on fait une communication induite, hein, comme je peux le faire moi C'est en ça. hypnose. Ça donne des résultats très similaires à ce qui se passe spontanément. En fait, on voit qu'il y a un continuum entre tout ce qui est expérience de mort imminente, vision avant le décès de personnes qui sont déjà passées de l'autre côté, de VSCD, de SIAM, donc de communication induite après la mort, qu'on a les mêmes effets en fait sur les personnes qui vivent ces expériences. Oui, ça c'est très très intéressant parce que toutes ces expériences autour de la mort sont en fait liées. Il y a aussi les visions au moment du décès, il y a les expériences de mort imminente et on voit que l'impact sur les gens est fondamentalement identique parce que ça ouvre la possibilité de la survie de la conscience et ça change tout. Si on se dit que notre vie n'est pas limitée à notre vie physique, mais qu'après il y a autre chose et que ce que nous faisons ici influence et impacte ce qui nous attend après la mort, ça change fondamentalement les données. Ce que j'aimerais peut-être ajouter encore, c'est la question de la tristesse, qui est évidemment un élément essentiel du deuil. Et là, il faut le dire, le VSCD n'est pas un moyen ou une pilule magique pour ne plus être triste du départ d'un être cher. Nous avons posé la question et je vais te donner les chiffres. Pour 44% de nos sondés, la tristesse était réduite et pour 10%, elle était éliminée. Mais pour 31%, elle est restée identique. Et 2% ont même dit que la tristesse a augmenté suite à l'expérience. Et ça, c'est important de le dire, même s'il y a ce lien intérieur qui continue et qui est important et qui est fort et qui est pérenne et que rien ne pourra jamais briser, on va jamais perdre notre proche décédé complètement parce que le lien, il reste, mais physiquement, il n'est plus là. Et ça, c'est une tristesse énorme. Et ça, le BCD ne le change pas fondamentalement. La tristesse est réduite, oui, pour une partie, on l'a vu, elle est éliminée pour 10%, d'accord. Mais là, il faudrait voir est-ce que c'était quelqu'un qui était vraiment très, très proche ou peut-être pas complètement essentiel pour la vie du récepteur. Là, il faudra analyser nos données plus en détail. Mais pour un tiers, pour 31%, la tristesse est restée identique. Et ça, c'est important de le dire. Et pourquoi? Pourquoi certains ont été moins tristes? Je pense que ça vient du fait qu'ils ont une autre compréhension de la nature de la mort. C'est ça aussi. Une des conséquences des VSD, c'est qu'on ne va plus la mort de la même manière. C'est plus la fin de tout. C'est plus, il est parti, il n'est plus là, il n'existe plus, il n'y a que le néant. Non. Ils disent, je sais qu'il est en vie, il me l'a dit. Il est en vie, il va bien. Ça, c'est important aussi cet élément, qu'il se porte bien. Peut-être mieux que nous qui sommes en deuil et tristes. Donc ça, c'est rassurant pour les endeuillés. Ils continuent à être tristes, mais ils sont tristes pour eux-mêmes, ils sont tristes pour le monde, ils sont tristes pour l'absence. Mais ils n'ont plus besoin d'être tristes pour le défunt, parce qu'ils savent qu'il est en vie et qu'il va bien. Donc ça peut aider, déjà aider et impacter la tristesse. Parce que la tristesse, elle est là, mais elle est là pour ceux qui restent. Et fondamentalement, ça donne une autre conception de la mort. Donc la mort, on la comprend différemment, on comprend la véritable nature de la mort. Et c'est ça aussi un des cadeaux des VSCD, je dirais, c'est cette nouvelle conception de la mort qui ouvre d'autres perspectives, qui ouvre une nouvelle vision de notre condition d'être humain et peut-être d'une existence par-delà les limites connues. Donc voilà, ça c'est important de dire que c'est pas avec une baguette magique que la tristesse elle disparaît. Non, c'est tout un cheminement, c'est toute une réflexion, c'est toute une compréhension qui peut venir aux personnes qui ont vécu cette expérience-là parce que ça leur ouvre d'autres horizons.
Alors, c'est pas une recherche, mais moi, dans mon expérience clinique, on a quand même parfois des guérisons sur la tristesse en une fraction de seconde, ça change, mais c'est souvent pour des deuils anciens, même si ces deuils étaient extrêmement douloureux. Bon, j'ai des témoignages, d'ailleurs, il y a sur la chaîne Résilience Psy, on peut trouver un de ces témoignages où une dame raconte, ça faisait 32 ans de descente aux enfers, je reprends ces termes à elle, et en une seconde, ça a basculé. Donc, c'était la mort de sa petite fille enfin, de 14 mois. Et donc, ça arrive, mais c'est vrai que c'est plus fréquemment sur des deuils très anciens, même s'ils sont très douloureux et très intenses depuis longtemps. Et que pour les Oui, deuils récents, ça diminue souvent la tristesse. Alors, pas diminuer dans le sens que elle reste effectivement très intense, mais c'est comme si elle n'était plus sans fond. C'était comme si on n'était plus dans un désespoir sans fond. Et ça, sur la c'est ça. culpabilité, est-ce que tu as des notions? Parce que je trouve que, en tout cas sur les SIAM, sur les communications induites, on a vraiment un gros effet sur la culpabilité. Culpabilité, j'aurais pas dû lui dire ceci Oui, ou faire cela, ou c'est à cause de moi qu'il est mort, parce que j'ai eu un c'est accident, ça. parce que je lui ai dit de repartir maintenant, et c'est parce qu'il est reparti à ce moment-là qu'il a eu l'accident. Enfin, toutes ces notions de culpabilité, est-ce que vous avez analysé ça? Oui, absolument. On a beaucoup de témoignages que d'ailleurs je présente dans mon livre parce qu'ils sont tellement beaux. Souvent, je dirais le plus souvent cité est le regret de ne pas avoir été là au moment du décès du proche. Ils disent, j'aurais dû aller à l'hôpital ce moment-là, mais on m'a dit qu'il allait bien. Donc, comme j'aime pas trop les hôpitaux, j'ai un peu repoussé. Et puis quand finalement je voulais y aller, c'était trop tard. Ce genre de témoignage, on en a un nombre assez important. Après, on a des choses plus dramatiques. Je pense à une jeune femme qui s'était fâchée avec son père. Et elle lui a dit, tu quittes cette maison, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Il est parti, il est décédé. Alors, imagine-toi dans quelles conditions cette pauvre femme a dû entamer son deuil. C'était épouvantable. Parce qu'elle a bien sûr tout de suite regretté ces mots très durs qu'elle avait dit, mais pas vraiment pensé. Et puis, une fois que sa colère avait passé, ben, elle a regretté, mais elle était trop fière tout de suite prendre le téléphone et lui dire, reviens quand tu veux. Enfin, tu connais bien en tant que psychologue ce genre de situation. Voilà, qui met des gens après dans des situations de deuil impossibles. Et donc, elle souffrait beaucoup, elle n'arrivait pas à faire son deuil et elle a eu un VCD. Et elle a dit, il est revenu pour me dire qu'il m'avait pardonné, qu'il savait bien que je l'aimais, qu'il y avait beaucoup d'amour entre nous. Et à partir de là, j'ai pu commencer mon deuil dans de bonnes conditions. Donc oui, nous avons plusieurs cas de ce type où justement un problème, une dispute a pu être résolue après le décès. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Effectivement, on a des cas comme ça. Et en tout cas, c'est passionnant et moi, je suis très intéressée par ce qui va se passer dans les suites de cette recherche, notamment sur les cultures différentes. Est-ce que tu as déjà quelques données par rapport à ça pour savoir si culturellement c'est très déterminé ou si on retrouve plus ou moins le même genre de vécu dans le monde? On en saura plus et de façon plus détaillée et plus sûre, je dirais, avec la recherche, mais est-ce que tu as déjà des idées, des notions, des données, quelques données? Alors, pour les données que nous avons déjà analysées, ce sont donc les questionnaires en allemand, en espagnol et en anglais. Il n'y a pas de différence culturelle. Mais c'est pas étonnant, ce sont des sociétés, des cultures assez proches. Donc là, on n'a pas constaté de différence culturelle. Des fois, il y a une différence entre les hommes et les femmes qui réagissent différemment par rapport à certaines questions posées. Mais là, on va aller plus en détail encore. C'est trop tôt pour vraiment tirer des conclusions. Pour les enquêtes en cours, en allemand, en néerlandais, là, on s'attend pas à de grandes différences culturelles. Pour les deux autres enquêtes que nous allons mener plus tard cette année, en Bulgarie et en Inde, là, nous nous attendons à des différences culturelles. Peut-être pas dans la phénoménologie, peut-être juste dans l'interprétation de l'expérience, peut-être pas non plus dans l'impact.
Peut-être que le côté réconfortant, rassurant est peut-être le même, mais on ne sait pas, on le saura. On travaille avec une professeure de l'Université de Virginia, donc aux États-Unis. Elle s'appelle Kim Penberthy. Elle est en train de mettre en place notre enquête dans la culture ou dans un groupe, dans une communauté, je devrais dire, amérindienne. Et là, oui, on attend les résultats avec énormément d'intérêt. Là, c'est une culture tout à fait différente à la nôtre, avec voilà, un historique très, très particulier. Et là, on se réjouit beaucoup de voir les résultats, mais tout ça, c'est en cours, donc c'est trop tôt pour donner déjà des résultats. Mais essentiellement parce que j'ai aussi évidemment lu et reçu par email des descriptions de VSCD d'autres pays, des pays lointains. Par exemple, je pense maintenant à une femme du Tibet qui m'a écrit, qui m'a raconté son VSCD. Ça ressemblait beaucoup au nôtre, mais les termes utilisés sont différents. Donc, voilà, ce sera très intéressant à analyser et c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Est-ce que tu as envie encore d'ajouter quelque chose? Parce que je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais peut-être que je n'ai pas pensé à tout. Je trouve très intéressant le travail que toi et d'autres vous faites avec les BCD induits, donc les SIAM. D'ailleurs, je connais bien Alan Botkin, qui est donc le fondateur de cette méthode, la Induced After Death Communication. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il a fait parce qu'il a, comme tu sais, ça a commencé avec le travail avec les vétérans de guerre et il a pu aider beaucoup de gens qui souffraient d'un stress post-traumatique. Ça s'est fait spontanément, donc il s'attendait pas à ça du tout avec la technique de l'EMDR qu'il avait utilisée. Tout d'un coup, il a eu des patients qui lui ont raconté des VCD. Au début, il savait pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, je suis très admirative du travail que vous faites et dans quelle mesure, et dans quelle importante mesure vous pouvez aider les gens qui sont traumatisés, soit par un deuil compliqué, soit par un autre traumatisme lié à une perte. Et je trouve magnifique la manière avec laquelle vous appliquez en fait ces contacts, donc induits, pas spontanés dans ce cas-là, mais induits avec les défunts pour aider les gens qui souffrent. Je trouve que vous faites un travail vraiment magnifique. Merci à toi. Et en fait, Alan Botkin et moi, je pense qu'on a à peu près le même parcours. Donc moi, je faisais aussi de l'EMDR, mais j'étais formée en hypnose quelques années auparavant. Et donc, je crois que c'est à peu près pareil dans ce que j'avais lu les premiers articles. Il n'avait pas encore écrit son livre à ce moment-là. Enfin, j'étais très impressionnée parce que moi qui ne voulais rien lire là-dessus, je faisais ma petite cuisine intérieure et puis on a reçu des articles de l'association MDR et il y avait un article d'Alan Botkin et qui disait les mêmes choses que moi et dont le parcours était Ouais, très similaire, c'est-à-dire c'est pas lui qui a cherché, ça s'est imposé. Enfin, et donc moi c'est un petit c'est peu ça. comme ça aussi. Je me suis dit bah, si les défunts s'invitent, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas les inviter? Hein, donc Voilà, c'est comme ça que exactement. c'est venu quoi. Oui, oui, non, c'est magnifique. Tu sais, il y a tellement d'aide qui est là, il suffit de lui donner la possibilité de s'exprimer. C'est ça qui est bon. Eh bien, tout grand merci à toi. C'était très intéressant et on te retrouvera donc quand tu publieras la nouvelle édition et qu'on pourra à ce moment-là parler des soins palliatifs et de l'accompagnement vers la mort. Ça pourra être aussi très intéressant et on te retrouvera probablement aussi un jour dans le forum deuil et puis on a aussi l'intention d'écrire encore un livre collectif. Euh, il faudra que je m'y remette, mais tu as aussi déjà accepté d'écrire un chapitre dedans. Donc, il y a encore plein de projets que nous avons encore toutes les deux et que nous allons partager avec nos auditeurs, avec nos lecteurs, etc. Avec grand plaisir. C'est vraiment une joie de collaborer avec toi, non seulement parce que nous avons le même prénom, mais également parce que nous avons la même vision des choses. Donc, avec grand plaisir. Eh bien, merci Evelyne et à bientôt.